Bonjour frère Joseph Almeida, vous êtes actuellement le directeur de la bibliothèque du Solchoir depuis le 1er septembre 2016. Pourriez-vous revenir sur votre fonction en tant que directeur de cette bibliothèque célèbre dominicaine? Bonjour. J'ai assumé cette fonction effectivement le 1er septembre, à la suite aussi d'un parcours où j'ai été directeur, enfin plutôt bibliothécaire, dans d'autres couvents. Ici, c'est une bibliothèque patrimoniale de la province dominicaine de France, et donc à ce titre, le frère dominicain fait l'interface d'une part entre la province dominicaine, le conseil provincial, et l'équipe qui travaille ici, l'équipe d'employés, et évidemment les personnes, les lecteurs qui viennent ici au quotidien, avec les questions administratives, financières, de dynamisation de cette bibliothèque, à la fois son présent et son avenir. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours, puisque vous avez déjà dirigé plusieurs bibliothèques de couvents dominicains? Alors, effectivement, le rôle de bibliothécaire est différent de ma place ici. Les bibliothécaires conventuels, nos constitutions prescrivent qu'il y ait un frère responsable de la bibliothèque, notamment pour veiller à ce qu'on ait les livres nécessaires. Alors c'est une formule un peu vague qui vient déjà de nos constitutions les plus anciennes, donc veiller à ce que les communautés aient les livres nécessaires pour que les frères puissent travailler, puissent étudier. Alors, mais aussi à stimuler la lecture chez les frères. Voilà, Donc j'ai été à ce titre bibliothécaire d'abord à la fin de mon temps d'études au couvent de Strasbourg, dans les années 88-89. Après, à partir des années 90 à Dijon, j'ai été bibliothécaire pendant 5 ans, jusqu'en 95. Ensuite, une présence au Brésil. Je suis revenu et j'étais à nouveau bibliothécaire à Tours, donc de 2006 à 2009. À Tours, ça a été un parcours un peu particulier, étant donné que la communauté a changé de lieu, de bâtiment, et que j'ai eu à installer une nouvelle bibliothèque dans un bâtiment qui venait d'être rénové. Et là, j'ai poussé au maximum. Que les frères m'avaient dit on va utiliser cet espace qui était une grande cave, et là j'ai demandé le maximum de place, à savoir de mémoire 2,5 km de rayonnage, et je pense que j'avais raison de demander autant de place vu les fonds qui nous ont été des livres qui nous ont été donnés, ceux qui existaient déjà dans la communauté de Tours. Voilà. Ensuite, je suis parti à Lyon, 2009 à 2016, et étant donné que le frère bibliothécaire venait de partir, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être parce que le prieur de l'époque savait que j'avais été bibliothécaire à Tours auparavant, à nouveau j'ai été nommé bibliothécaire, et je le suis resté pendant tout mon séjour lyonnais. Est-ce que vous pourriez revenir sur le contenu de cette bibliothèque et en général d'une bibliothèque dominicaine? Alors, les bibliothèques dominicaines, de mon expérience, elles sont quand même, il y a à la fois quelques points communs, comme que ce soit la théologie, la spiritualité dominicaine, la philosophie, voilà, ça c'est le point un peu convergent. Ensuite, on peut faire l'historique d'une bibliothèque dominicaine à partir des frères qui ont vécu. Je ne sais pas, une bibliothèque qui va avoir beaucoup de psychanalyse. On sait que des frères ont plongé là-dedans, ont eu des soucis, des inquiétudes, des curiosités là-dessus. Sur les questions sociales, par exemple à Lyon, les frères avec économie et humanisme, sont beaucoup occupés de ces questions plutôt d'ordre social. Donc la dominante sociale dans la bibliothèque de Lyon et les sciences humaines m'a frappé. À Dijon, un des frères qui avait vécu à la fin de sa vie, qui avait été enseignant à Fribourg, il avait amené avec lui beaucoup de livres de théologie et philosophie médiévale. Donc il y avait un fonds énorme.
bon, c'était le fait d'un frère, mais qui a enrichi beaucoup la bibliothèque. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la gestion donc, de cette bibliothèque et en particulier sur la rationalisation du fonds d'une bibliothèque? C'est-à-dire, par exemple, sur quels critères une bibliothèque décide-t-elle d'acheter un ouvrage ou de s'en séparer? Lorsque j'ai pris cette charge, quelques temps après, j'ai rencontré les membres du conseil provincial qui m'ont rappelé un peu les axes majeurs de cette bibliothèque, axes qui sont un peu vagues, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout conserver, il y a des questions de place. Donc les frères, le provincial en particulier, m'a rappelé que voilà, qu'ici c'était plutôt la théologie, la philosophie et la période médiévale, enfin, et l'histoire de l'Église. Voilà, l'histoire de l'Église, c'était les axes majeurs. Moi-même, j'étais frappé de voir que la bibliothèque, le fonds biblique, qui existe évidemment, n'est pas majeur dans cette bibliothèque de Saulchois. Pourquoi? Parce que des frères, à juste titre, ont décidé que, étant donné que la bibliothèque de l'Institut catholique de Paris était quand même une bibliothèque très riche, très spécialisée, ici nous ne pouvions pas tout garder, tout conserver et surtout acheter. Parce que ce n'est pas simplement la question d'avoir de la place, il faut avoir les moyens pour acheter, pour conserver, souscrire à des collections, comme nous le faisons ici pour un certain nombre d'ouvrages, de monographies. Donc il y a eu ce choix, et donc je respecte ce choix. Évidemment, s'il y a des ouvrages de valeur au plan biblique, je les intègre. Mais je sais que je ne vais pas déployer une nouvelle avenue, une nouvelle ouverture vers ces questions. Est-ce que vous pourriez également développer donc, l'avenir de cette bibliothèque du Saulchois par rapport, par exemple, à son coût, aux initiatives pour la rentabiliser, la médiatiser? J'ai constaté en arrivant que cette bibliothèque avait à la fois une grande réputation, pas simplement en France, mais y compris à l'extérieur, en Europe, peut-être ailleurs, mais en tout cas en Europe. Ça, c'est une chose. Mais dans beaucoup de milieux, même catholiques, à Paris, ou chez un certain nombre de libraires, elle n'est pas si connue que ça. C'est-à-dire qu'il y a des segments de la vie intellectuelle qui la connaissent, et j'ai pensé qu'effectivement, il fallait sortir un peu de ce silence ou de cette méconnaissance. Avec ma collègue Isabelle Serrusier, nous avons convenu qu'il fallait davantage la divulguer, la faire connaître pour valoriser ce patrimoine qui est au service. Voilà, elle a une quasi-vocation publique, même si elle reste une bibliothèque privée. Donc là, par exemple, nous venons de faire une petite plaquette en mettant en œuvre davantage les dernières informations concernant la bibliothèque. Nous avons remis en valeur le bulletin concernant les nouvelles de la bibliothèque, qui a existé, qui était un petit peu au point mort ces dernières années. Nous sommes vraiment sur le point d'ouvrir une page Facebook de la bibliothèque pour que la bibliothèque aussi, moyennant toutes les connexions des lecteurs qui viennent ici, puisse être davantage réactive et donc s'ouvrir à davantage de communication, pas simplement des documents, mais des initiatives et des fonds que nous intégrons ici. Voilà, il y a des fonds importants qui sont ici depuis des décennies, depuis d'autres qui rentrent actuellement dans la bibliothèque, et je trouve qu'il est important que le public extérieur sache voilà, que nous avons intégré tel auteur, tel autre auteur, ce qu'ils peuvent venir chercher. Et aussi, je ne vous cache pas, faire appel aussi à des donateurs, peut-être même des legs, car la bibliothèque aujourd'hui vit une situation, c'est-à-dire une situation de réputation qui me plaît évidemment, que j'apprécie, mais une situation financière très fragile, extrêmement fragile. Je pense même que beaucoup de lecteurs qui viennent ici au quotidien ne se rendent absolument pas compte de la fragilité
financière dans laquelle nous vivons. Voilà, ça c'est je pense à l'heure actuelle, un des principaux défis. Alors, je peux simplement avancer que la province dominicaine est engagée de manière très, très sérieuse dans le financement de la bibliothèque, mais depuis longtemps, cette bibliothèque était, son financement était assuré en grande partie par l'association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir, à partir d'un capital de dons qui ont été faits importants dans les années 70. Les taux d'intérêt de ce capital ont fondu ces dernières années et cela a fragilisé vraiment cette bibliothèque. Donc la province dominicaine ne peut pas financer encore plus ce qu'elle fait déjà chaque mois et donc cela nous laisse dans une situation de grande fragilité. Voilà, donc c'est un gros défi. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que représente une bibliothèque pour un ordre religieux et en particulier pour l'ordre dominicain? Alors déjà, ce que représente la bibliothèque pour l'ordre dominicain, mais après, plus généralement, j'allais dire, pour la civilisation chrétienne, en fait. Oui. Alors, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de nos constitutions qui prescrivent que le bibliothécaire conventuel veille à ce que les communautés aient les livres nécessaires. Donc ça, c'est un principe de notre droit qui, je pense, nous distingue d'autres ordres religieux qui ont aussi une tradition intellectuelle importante, comme la Compagnie de Jésus. C'est-à-dire que la mémoire et la présence du livre est... J'allais dire, même si les frères l'oublient, où ils mettent, un certain nombre ne mettent pas en pratique la lecture, l'importance de l'étude, dans notre droit, cela est rappelé. Alors, parfois, il y a des points qu'il faut rappeler constamment parce que, justement, ces points ne sont pas honorés. Le droit est là pour rappeler aux frères quels sont les axes. Et ça depuis Saint Dominique. C'est-à-dire, Saint Dominique, il rappelle quel est le but de l'étude. Alors, le but de l'étude, c'est de veiller, d'aider au salut du prochain. Donc, ça, c'est, je veux dire, l'objectif ultime. Ensuite, selon les spécialisations, les ministères qui sont confiés aux frères par l'ordre, par l'Église, voilà, les frères se spécialisent davantage. Je pense que la difficulté majeure, c'est qu'aujourd'hui, les frères, souvent, ont une bibliothèque spécialisée dans leur cellule. Parfois, ils utilisent peu les bibliothèques conventuelles, ils spécialisent. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'à la mort des frères, ce fonds de livres, sauf exception évidemment, ce fonds de livres revient soit à la bibliothèque conventuelle, selon les situations, soit à la bibliothèque ici patrimoniale, la bibliothèque du Saulchoir. Donc il y a un va-et-vient aujourd'hui entre l'individuel, ou voire un individualisme, et le bien commun, le collectif. Donc la bibliothèque du Saulchoir a vraiment comme vocation de veiller à ce que ces ouvrages, ce bien qui appartient à la communauté dominicaine, enfin à la province dominicaine, que ces livres soient conservés comme vraiment un patrimoine et comme une mémoire, soit les livres qui ont été publiés par les frères. Je vous donne un exemple. Les éditions du Cerf, qui sont juste à côté, il leur arrive qu'ils aient besoin de vérifier des textes, voire qu'ils rééditent des textes. Où est-ce qu'ils vont chercher ces ouvrages pour une réédition, une vérification? C'est ici. C'est-à-dire que là, la bibliothèque du Saulchoir fonctionne vraiment un peu comme une banque de données. En ce sens-là, elle est un lieu de mémoire, et je pense que les bibliothèques conventuelles, si on a au moins un peu de sensibilité
à ce qu'est la mémoire et l'histoire sont toujours des outils majeurs. Même si on peut me dire aujourd'hui, oui, il y a d'autres outils, il y a des données qu'on peut trouver ailleurs, je persiste à croire que le livre continue à être un outil majeur. Et il y a également les archives dominicaines au Solchoir. Bien sûr. On n'en avait pas parlé, ça serait Voilà. peut-être intéressant de les évoquer. Oui. Alors, les archives, donc ici nous sommes deux frères. Donc, je suis le directeur de la bibliothèque, donc j'ai en charge les livres et les périodiques avec l'équipe qui travaille ici, donc quand même 4 employés. Et le frère Jean-Michel Potin, qui est actuellement l'archiviste de la province. Mais souvent, il m'est arrivé, déjà dans ces quelques mois, de trouver des documents. Je cite comme ça de mémoire. J'ai trouvé des documents du père Carré, du père Chenu, du père Congar, du père Lebré, Festugière, parmi certains noms plus connus. Alors, évidemment, ces documents, quand je constate que ce sont des manuscrits, des textes de ses frères, je les remets directement aux frères archivistes. Aussi dans les fonds de livres, dans les dons de livres, que ce soit des frères ou que ce soit de donateurs extérieurs, je pourrais en parler tout à l'heure aussi, je trouve souvent des documents, des lettres, des dédicaces, et là on peut établir une certaine traçabilité d'une mémoire, de l'histoire qu'on peut vérifier ici. On peut vraiment, je vois ceux qui viennent travailler sur des archives, pratiquement, tous les mois, je ne pourrais pas dire chaque semaine, mais tous les mois nous avons des jeunes chercheurs essentiellement qui viennent travailler sur les archives. Donc ce travail de la bibliothèque et des archives est tout à fait... nous devons travailler ensemble. Quelle que soit la sensibilité de l'archiviste et la mienne, nos subjectivités, ce travail est vraiment un travail commun au service d'un patrimoine qui est quand même très riche. Quand je vois toutes ces connexions entre auteurs, ceux qui ont travaillé avec des frères. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai reçu une revue d'un quelqu'un de l'Est de la France, un tout petit bulletin, mais dans lequel il y avait un article sur le père Serge Bonnet, qui a été, que j'ai connu, qui a été sociologue. Et donc la personne m'a envoyé cette revue. Donc c'est une revue à laquelle nous ne sommes pas abonnés, mais il a vu l'importance que nous ayons cet article. Je l'ai remis au magasinier qui va, je lui ai demandé de faire le dépouillement en particulier de cet article pour que l'information puisse être ventilée. Ma première réaction a été aussi de voir, et j'ouvre un autre chapitre, d'aller voir une autre personne qui travaille sur les lieux, qui travaille sur le dictionnaire des Dominicains, le dictionnaire en ligne. Donc M. Tanguy Cavalin et Nathalie Vieux-de-Paul. Tout à l'heure je ne les ai pas trouvés, mais pour dire, est-ce que vous avez fait, je n'ai pas eu le temps de vérifier, est-ce que vous avez fait la notice concernant le frère Bonnet, puisqu'il y a ici un article intéressant, qui a l'air intéressant, pour enrichir la notice qui a été produite ou qu'il va produire. D'ailleurs, ce dictionnaire des Dominicains aura-t-il une version papier, puisque c'est un dictionnaire numérique en fait. C'est un dictionnaire numérique. Je pense que peut-être qu'il y aura... il y a beaucoup de notices, c'est-à-dire que ça concerne plus de 3000 frères, parmi les frères décédés, sans parler des frères en vie.
Donc c'est quand même, ça fait beaucoup de notices. Et ce qui est intéressant en ligne, c'est qu'évidemment, les articles, les notices sur les frères peuvent être enrichis, actualisés, selon les documents qu'ils vont trouver. Donc là, pour le coup, je valoriserai l'outil numérique par rapport au livre. Mais pourquoi pas? Je crois que ce n'est pas exclu. Mais bon, là encore, et ce n'est pas mon département directement, il faudra trouver, si ce projet voyait le jour, il faudrait trouver évidemment le financement. Il y a eu un appel aux dons qui a été fait pour le dictionnaire en ligne. Voilà. Donc je crois qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont manifestées, y compris des familles des frères, des descendants des frères. Certains frères déjà du 19e siècle, des descendants qui parfois nous écrivent, soit pour communiquer des documents, depuis que je suis là, ça a été le cas, soit pour demander, et cela concerne davantage les frères archivistes, pour demander qu'est-ce que vous pouvez nous communiquer comme notice. Je me souviens d'un frère, de la famille d'un frère, et quand j'ai vu le document que nous avons ici à la bibliothèque, c'est pas tout à fait dans les archives, il y a peut-être une copie, la notice que nous avions ici, plutôt un texte voilà, qui a été tapé sur une vieille machine, qui est presque en train de s'effacer. Alors là, c'était pas communicable. On risquait de tout abîmer, et donc là, j'ai dit à la personne, écoutez, le document est ici, mais il est tellement fragile qu'il vaut mieux que vous veniez voir sur place pour ne pas abîmer ou abîmer de manière irrémédiable ce document. Alors, sans doute du fait du manque d'effectifs, de vocations, de nombreux couvents ferment, on a des restructurations au niveau des bibliothèques, des dispersions. Je crois que vous avez dirigé donc la bibliothèque du couvent de Dijon, qui justement a été dispersée. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette expérience-là et puis sur ses implications? Oui. Alors, j'ai succédé à Dijon, où je suis arrivé en 89. Il y avait un frère qui était bibliothécaire, le frère Henri Troidec, qui est encore en vie, qui a 102 ans. Et j'ai pensé à lui parce qu'actuellement, voilà, il est hospitalisé, je pensais à cette succession. Donc je lui ai succédé. C'était une bibliothèque très riche, notamment avec l'apport de quelques théologiens, frères historiens, notamment ce fonds de ce frère qui avait enseigné à la faculté de théologie à Fribourg. Comme c'est une communauté qui a été fondée par Lacordaire, voilà, c'était une communauté qui avait déjà un fonds important. Donc dans les années 2000, je ne sais pas exactement quelle année, la bibliothèque, le couvent a été fermé pour des raisons financières. Il y avait à la fois une communauté vieillissante et qui n'arrivait plus à avoir les moyens financiers pour faire tenir ce couvent, ce bâtiment important, avec des parties du XIVe, XVIIe siècle. C'était un lieu incroyable. Donc, le couvent a été vendu, la bibliothèque a été démantelée, et ça a été un crève-cœur pour moi, parce que j'y ai passé quand même 6 ans de ma vie, 5 ans où j'étais bibliothécaire. Avec de nombreux bénévoles, nous avons travaillé, nous avons passé des heures et des heures et des heures à travailler dans cette bibliothèque. Et tout d'un coup, tout a été... Alors, certains fronts sont allés, je pense notamment, il y avait tout un front de théologie qui est allé en Afrique pour aider les frères dominicains en Afrique. Mais à la fin, quand vous avez une bibliothèque qui était au moins de plus de 45 000 volumes, avec beaucoup de périodiques, à la fin, vous n'avez pas de communauté suffisante pour absorber tout ce fonds. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que les périodiques sont les premiers sacrifiés. Voilà, j'observe cette attitude, oui, il y a trop de revues, donc on les sacrifie partout. J'observe cette attitude. Donc les périodiques sont les premiers sacrifiés, on les jette, on les élimine, etc.
Donc j'ai essayé de sauver pour la bibliothèque de Tours, j'ai fait appel au supérieur, donc j'ai pu quand même sauver pour la bibliothèque de Tours 15 000 volumes. La bibliothèque diocésaine de Dijon a aussi reçu un certain nombre d'ouvrages que les communautés ne voulaient pas. Ça a été proposé aux communautés. Mais après, ça dépend aussi de l'intérêt des frères bibliothécaires dans les communautés, de la place, parce qu'il y a des communautés qui aimeraient peut-être avoir davantage. Donc, il y a des pertes. Là, il y a eu des pertes pour ce qui est du couvent de Dijon, la bibliothèque de Dijon. Voilà, il y a eu des pertes et là, c'est un peu dramatique pour la mémoire, voilà, pour l'histoire. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une question qui est ventilée régulièrement au sein, donc de manière plus large, pas simplement au sein de l'ordre dominicain, de la province dominicaine de France, au sein de l'Association des bibliothèques chrétiennes de France. Voilà, c'est une association qui existe, qui se réunit régulièrement, qui édite un bulletin, qui organise une rencontre annuelle. Donc il y a quelques rencontres qui sont organisées. Et donc au mois d'octobre prochain, il y aura 3 jours d'études ici à Paris. Rencontre à laquelle sont invités tous ceux qui font partie de cette association. Alors, il y a des organismes chrétiens qui ne font pas partie de cette association. Il y a une cotisation modeste qui est faite. Et là, nous ventilons ces questions. C'est-à-dire, je pense que c'est un outil aussi pour sauvegarder au sein de l'Église de France un certain nombre de documents, de monographies qui autrement pourraient être détruites ou disparaître irrémédiablement. Mais il y a aussi le caractère propre à chaque bibliothèque, d'une part, et à chaque ordre ou congrégation religieuse. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez une bibliothèque franciscaine, une bibliothèque des maristes ou spiritaine, je ne sais pas. Il y a un certain nombre de documents, de monographies qui sont propres à ces traditions religieuses. Donc, je ne sais pas, il y a par exemple une bibliothèque jésuite qui ferme demain. Nous, on va dire, oui, c'est trop spécifique. Je sais que lorsque j'étais à Lyon, les franciscains ont fermé une bibliothèque à Villeurbanne. Et pareil, j'ai constaté la même situation que celle que j'avais vécue moi-même à Dijon. Moi-même, je n'habitais plus à Dijon quand le couvent était fermé. Mais à Villeurbanne, je suis allé chercher des livres, des revues, tout en donnant un don à la communauté. C'était pas simplement on nous donnait gratuitement. Voilà, nous avons donné, la bibliothèque du couvent de Lyon a fait un don aux frères qui partaient, à ces frères franciscains, mais j'ai bien vu qu'il y avait des milliers d'ouvrages qui restaient là. En gros, après le démantèlement, il y a toujours une perte que les autres bibliothèques n'arrivent pas à absorber. En ce moment, et j'en viens un peu au donateur plus récent de la bibliothèque, nous sommes en train d'intégrer un auteur. Les gens sont toujours étonnés, mais pourquoi il vient chez vous, pourquoi. Donc, je nomme Pierre Vidal-Naquet, donc un historien français d'origine juive, qui n'avait pas vraiment des sensibilités à droite, c'était plutôt à gauche, que je n'ai pas connu personnellement, mais qui fréquentait notre bibliothèque, comme Jacques Le Goff. Donc récemment, nous avons intégré un fonds de livres qui nous a été donné par la famille de Jacques Le Goff, mais surtout tout le fonds bibliographique de Pierre Vidal-Naquet. Ces 3 enfants m'ont contacté et
Et donc, dans ce fonds, il y a tous ces ouvrages concernant un peu les centres, les axes de recherche, d'interrogation de la part de M. Pierre Vidal-Naquet, à savoir la Grèce ancienne, la guerre en Algérie et la torture en Algérie et en France, la Shoah, l'antisémitisme, le judaïsme, et donc toutes les personnes qui étaient en contact, les nombreuses personnes, parce que le nombre de dédicaces au sein de ces ouvrages est très impressionnant. Et y compris les personnes aussi qui détestaient cet homme. Il y avait beaucoup de dédicaces, donc des gens qui disent à quel point ils estimaient Pierre Vidal-Naquet, mais à cause de son action intellectuelle et sa recherche de la vérité, sa recherche de la mémoire, concernant ces dossiers un peu brûlants comme était la guerre en Algérie, effectivement, je pense que les gens vont peut-être un peu tomber des nues. Ah bon, c'est la bibliothèque des Dominicains, la bibliothèque de Saulchoir, qui accueille le fonds Vidal-Naquet? Oui, parce que de son vivant, Pierre Vidal-Naquet, qui venait ici, qui a fréquenté notre bibliothèque, lorsqu'il a déménagé, il habitait d'abord rue du Cherche-Midi, il avait déjà donné, je ne sais pas sous quel directeur, il avait déjà donné un certain nombre d'ouvrages, un nombre important d'ouvrages. Donc ces enfants ont trouvé tout à fait naturel de nous contacter, et j'ai dit, j'ai donné tout à fait mon accord, donc je suis plongé dedans maintenant. Voilà. Est-ce qu'on pourrait revenir en fait sur ce contenu des bibliothèques qui témoigne de l'ouverture d'esprit de l'Église et du coup finalement qui bat en brèche cette image obscurantiste en quelque sorte qu'a l'Église auprès de ceux qui veulent finalement soit la combattre, soit qui la méconnaissent peut-être tout simplement. Pour ce qui est des dominicains, je dirais aussi que nous vivons beaucoup des dons. Nous sommes d'un ordre mondial, il ne faut pas l'oublier. Et donc, les ouvrages qui nous sont donnés, c'est un patrimoine qui est ouvert aussi, qui peut être ouvert évidemment à la recherche. La diversité de la provenance de ces dons nous met déjà en dialogue. Le fait d'intégrer des gens aussi divers comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure fait que il y a des gens qui vont nous chercher. Ah bon, vous avez ça? Ah bon, vous avez ça? Donc ça nous met en situation d'ouverture, de dialogue, peut-être même plus que nous, on ne le cherchait. Ça me fait penser à une visite que j'ai faite récemment, une visite privée sur le site de Richelieu, dans la section des manuscrits, parce que justement la responsable est proche de notre bibliothèque, donc voilà. Et là-bas, elle nous a montré des ouvrages, elle a vraiment fait un choix assez précis d'ouvrages touchant la tradition dominicaine, et j'étais très ému de voir un ouvrage qui avait appartenu à notre couvent au XVIIe siècle. Donc cet ouvrage appartenait au couvent qui se trouvait à côté du Louvre, se trouve la rue Saint-Hyacinthe, tout près des Tuileries, de l'autre côté. Donc là-bas, il y avait une communauté, le bâtiment a été entièrement détruit, mais il y a eu un certain nombre de chercheurs, d'artistes, et donc il y a la signature et une référence du frère qui était bibliothécaire au XVIIe siècle. Et voilà, cet ouvrage a transité après la tourmente dans la section des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Ici, à la Bibliothèque du Saulchoir, ce que je constate, c'est le nombre de chercheurs plutôt jeunes et d'horizons très divers. Et le frère Michel Manèvre, qui est président du conseil provincial de la Bibliothèque du Saulchoir, a fait une recherche récemment avec de nombreuses statistiques sur les personnes qui viennent ici lire, consulter, faire des recherches. Et il a constaté que la majorité des chercheurs sont des personnes jeunes,
qui viennent plutôt du monde profane, donc les chercheurs religieux, et ça c'est peut-être justement problématique pour nous, pour l'Église, c'est de voir que ce sont plutôt des chercheurs profanes qui viennent dans notre bibliothèque, plutôt que des religieux. Alors, est-ce que beaucoup de religieux aujourd'hui lisent moins, comme dans la société, même si on continue à éditer beaucoup plus d'ouvrages qu'on aurait imaginé. Et au mois d'octobre, l'Association des bibliothèques chrétiennes de France doit se pencher un peu sur cette question, c'est-à-dire la question de l'évangélisation via les bibliothèques. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce point? C'est surtout la capacité de bien accueillir ces chercheurs chez nous. Et je pense aussi que celui qui fréquente le livre, qui aime le livre, est obligé de se confronter à ce type de questions et à ce type d'accueil.